Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le 5e et dernier épisode de Z Responsible Invest. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert ce qu'implique l'investissement d'impact et quels projets sont réalisés avec ces ressources. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'impact, sur les résultats obtenus grâce à ces investissements. Et c'est avec Sophie Brassine de Forum Etibel que nous introduisons ce tout dernier sujet. Les investisseurs d'impact utilisent toutes sortes de stratégies pour mesurer et ainsi maximiser leur impact. Il est important de le faire pour s'assurer que l'investissement a réellement l'effet escompté. De cette façon, le capital peut être déployé et géré plus efficacement et de manière plus ciblée. Ainsi, les investissements d'impact pourront servir de moteur à la transition vers une société durable. Cependant, il est important de développer un système transparent et fiable pour mesurer l'impact de ces investissements. Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années pour développer des normes, des principes et des cadres pour aider les investisseurs à mettre en place leur modèle d'impact. Pourtant, il n'existe aujourd'hui pas de normes universellement utilisées pour la mesure de l'impact, ce qui signifie que les approches des différents acteurs peuvent varier en termes de méthode, de profondeur et de qualité. Qu'entendons-nous exactement par générer un impact? Comment mesure-t-on les résultats et quelles données sont disponibles pour cela? Ces questions, nous les posons à nos experts, invités aujourd'hui en plateau. Paul Boysens d'Incofin, un fonds d'investissement qui propose des financements aux micro-entrepreneurs du monde entier. Luc Zonveld de Bio, la société belge d'investissement pour les pays en développement. Et Joachim Alvoth d'ABN AMRO Bank. Merci à tous les trois de m'avoir rejoint à nouveau dans ce studio. Alors, on vient de le dire, les clients font du reporting d'impact. Comment est-ce que ça se passe au sein de votre banque, Joachim? Les attentes de nos clients à ce sujet sont assez importantes. Et comme chaque reporting, bien sûr, il y a toujours les 4 C, ce que j'appelle. Ça doit être correct, ça doit être compréhensible, ça doit être complet et ça doit être compact. Ce que je veux dire compact, c'est qu'on peut leur donner un rapport de 100 pages, mais ce n'est pas ça qui va voir ce qu'ils attendent. Donc on doit essayer de trouver une manière où c'est assez compact en termes d'explication et ils voient vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc typiquement, ce qu'on va montrer, c'est des chiffres comme le nombre de prêts étudiants qu'on a donnés ou le nombre de prêts qu'on a donnés à des entrepreneurs. Mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'aller à un niveau plus haut et d'aller regarder sur l'impact total de leur portefeuille. Et là, par exemple, ce qu'on va leur montrer, c'est en termes de portefeuille, quelle est la contribution du portefeuille par rapport aux ODD. Donc, chaque investissement peut avoir un impact positif, une contribution positive, mais aussi négative, et comment est-ce qu'on met la totalité de leur portefeuille en vue. On montre comment est-ce qu'ils sont alignés par rapport aux accords de Paris. On montre comment ils sont exposés aux risques ESG. Donc, cette totalité, c'est vraiment une matière assez compliquée et large, et c'est ça qu'on essaie de donner à nos investisseurs pour qu'ils comprennent l'impact que chaque investissement a. Alors, Luc, Bio, c'est une entreprise dont l'unique actionnaire est le gouvernement fédéral. Comment est-ce que ça se passe avec le reporting? Je pense que le premier point, c'est qu'on essaie de se mettre d'accord avec celui qui va recevoir l'investissement sur quel impact on veut réaliser. Par exemple, nous, quand on investit dans une entreprise, on peut se mettre d'accord pour dire, voilà, on va créer, par exemple, 400 nouveaux jobs à travers cet investissement. Une fois qu'on a fait cet accord, ça fait partie du contrat d'investissement et donc le client va être obligé de faire un reporting annuel sur le nombre de jobs qu'il a effectivement créés pour nous démontrer qu'il suit bien l'objectif qu'on a fixé d'avance. Maintenant, ce qui est important à savoir souvent, c'est qu'il y a un impact direct, donc argent, job, mais aussi il y a beaucoup d'impacts indirects. Par exemple, cette entreprise avoir doublé son activité, et doubler son activité, ça veut dire acheter plus de biens, acheter plus de services, écouler plus de produits, et ça aussi, ça peut créer beaucoup de jobs. Et dans le cas de Bio, par exemple, sur les calculs qu'on a fait, c'est qu'entre le job indirect et les jobs directs, il y a un facteur de multiplication de 7. Donc pour chaque job direct qu'on peut créer avec un investissement, il y a 7 jobs indirects qui sont aussi créés ou maintenus. Et ce facteur-là est un peu plus difficile à mesurer, donc c'est plus des estimations, mais c'est quand même un facteur essentiel au niveau de l'impact d'un investissement. Et alors, Paul, pour les micro-entrepreneurs, comment ça se passe, le reporting ?
Alors, tout d'abord, je veux dire que mesurer l'impact est essentiel. Donc, les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Et dans le domaine de la microfinance, on mesure l'impact depuis très longtemps. Il y a des standards internationaux qui ont été mis en place. Ils existent, ils sont très bons. Maintenant, il faut les utiliser. Et pas mal d'acteurs dans le secteur les utilisent déjà. Maintenant, on doit toujours améliorer ces standards. Et je peux donner un exemple. Il y a quelques années, nous avons décidé de mesurer si les institutions financières dans lesquelles nous investissons développent des produits spécialement pour les femmes. Mais aujourd'hui, on essaye d'aller un pas plus loin. On veut s'assurer que ces produits améliorent réellement la vie de ces femmes dans les pays émergents. Donc, les standards doivent évoluer. On doit aller plus loin. Ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est essentiel. Vous venez de le dire, il y a une nécessité de standardisation et d'accord sur les critères. Mais comment est-ce que ça va se passer alors à moyen terme, à court terme? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ce que nous, on voit, c'est que, bien sûr, il y a cette standardisation. Et en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est comme aujourd'hui, un investisseur compare le rendement de son investissement avec un autre investissement. On est la même chose sur l'impact pour pouvoir mieux comparer les types d'impact qu'on a et les résultats qu'on obtient. Maintenant, aujourd'hui, le plus grand problème auquel nous, on est confrontés, c'est bien sûr tout ce qui est données, puisque c'est une nouvelle manière de regarder les choses et on a besoin de plus de données pour calculer l'impact et aussi le montrer à nos clients. Et après, c'est aussi de faire en sorte que c'est compréhensible. Je disais tout à l'heure, et juste pour vous donner un exemple, on peut montrer à un investisseur, de lui dire, ben voilà, grâce à ce portefeuille, on a réussi à réduire X tonnes de CO2 équivalent grâce à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire si je dis 26 tonnes de CO2 équivalent? Ça ne dit pas grand-chose. Et donc, ce que nous, on essaie de faire, par exemple, c'est de traduire ça en X nombre de vols entre Bruxelles et New York, aller-retour, c'est ça l'équivalent que votre portefeuille a réduit. Et des choses comme ça peuvent aider en sorte d'avoir beaucoup plus d'investisseurs qui comprennent et qui veulent mettre le pas dans tout ce qui est impact investing. Et donc vous rendez vraiment les choses bien concrètes. Ce qu'on peut dire, c'est que l'investissement d'impact a le vent en poupe depuis ces dernières années. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quels conseils est-ce que vous souhaiteriez donner aux investisseurs potentiels qui nous regarderaient aujourd'hui? Oui. Il y a une étude récente qui a été faite qui démontre qu'aujourd'hui, le marché d'investissement d'impact en Belgique tourne autour de 6 milliards de montants d'investis. Ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en fait est très très peu. Par rapport au montant total d'investissement dans le marché, il y a un énorme potentiel à développer encore. On estime que ce potentiel pourrait être jusqu'à 25 milliards d'euros en 2025-2026. Mais à condition, effectivement, que les gens s'y intéressent. Et je pense, au niveau conseil qu'on peut donner aux gens, c'est si on veut un monde durable, un monde où nos enfants puissent encore avoir une vie correcte, et où aussi pour les gens dans les pays en voie de développement, il y a vraiment une perspective d'une vie décente, l'investissement d'impact, c'est un des meilleurs outils pour le réaliser. Quel conseil pour les micro-entrepreneurs, Paul? Alors oui, moi j'ai pas de boule de cristal sur le futur. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'à terme, chaque investissement doit devenir un investissement à impact. L'argent est un des moyens que nous avons pour façonner le monde dans lequel nous voulons vivre. Chaque investissement a de l'impact. Assurons-nous que l'impact soit positif à chaque fois. Et bien sûr, les investisseurs ne sont pas seuls. Avec l'aide des banques et l'accompagnement proposé par les banques, normalement, tout devrait bien se passer. Oui, non, tout à fait. Moi, je suis plutôt positif sur le sujet. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque investissement a un impact. Et cet impact peut être positif ou négatif. Aujourd'hui, on parle des investissements avec impact positif. Mais si on arrive à faire en sorte que chaque investisseur comprenne que son investissement a un impact négatif ou positif et qu'on le rend très clair, je suis convaincu qu'on va faire en sorte qu'il y aura vraiment un volume qui va aller vers l'impact positif. Et là, on aura tous gagné. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces bons conseils et merci aussi d'avoir clôturé cette émission avec nous. Merci également à nos téléspectateurs d'avoir regardé tous nos épisodes. À très bientôt sur Canal Z.